4, diaporama action. Donc on va commencer par parler des conséquences de la défaite de 1940. Alors rapidement, qu'est-ce qui se passe de 1939 à 1940? Vous savez que la France du coup déclare la guerre à l'Allemagne, etc. Suite à l'invasion de la Pologne. Du coup on a ce qu'on appelle la période de la drôle de guerre de septembre 1939 à mai 1940. En fait il se passe quoi durant cette période de la drôle de guerre? Globalement la France est officiellement en guerre, mais ils n'affrontent pas les Allemands. C'est-à-dire que vous savez qu'on avait vu, ils ont une ligne Maginot, ils sont tous derrière leur ligne et ils attendent que les Allemands arrivent. Et donc les Allemands, eux, sont plutôt occupés sur le front de l'Est et ils s'occuperont de l'Ouest un peu plus tard. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça de la drôle de guerre, parce qu'ils sont officiellement en guerre, mais ils combattent pas. Voilà. J'ai perdu mon stylo, attendez, c'est vrai que t'as pas écrit tes cours Alexandre, c'est compliqué. Hein. Mais après, le diapo, tu peux le garder, hein, c'est fait exprès, hein, si vous voulez, je vous les enverrai, bref. Donc voilà ce que c'est que la drôle de guerre. Mais à partir du 10 mai 1940, les Allemands lancent l'invasion de la France du coup. Et là ça devient très compliqué pour les Français. L'armée française qui était absolument pas préparée à ce que serait la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire qu'ils étaient restés sur une Première Guerre mondiale bis avec des guerres de tranchées. Donc ils attendraient, ça allait beaucoup bombarder, etc. Et en fait c'est absolument pas ça qui se passe. On est sur de la mécanisation. C'est-à-dire ce qu'on appelle la guerre éclair, la Blitzkrieg en allemand. Et donc la guerre éclair c'est quoi? Je vais vous le montrer juste, tac. C'est l'image que vous avez à gauche. Donc en fait vous avez des avions qui viennent bombarder au début. Une fois qu'ils ont bombardé notamment les positions blindées, les blindés adverses, les positions fortifiées, on a le char qui va avancer accompagné d'infanterie. Et en fait ils sont extrêmement mobiles, ils vont très vite. Et ils terrassent l'armée française qui est totalement débordée. Ils n'arrivent absolument pas à contenir l'armée allemande. En fait, bref, les généraux de l'époque se sont complètement plantés sur comment allait être la Seconde Guerre mondiale. C'est la pire défaite de l'histoire de France. Voilà. Blitz, on connaît ici. Oui, effectivement. Mais ça vient de là en plus de l'éclair. Voilà comment ça se passe du coup pour cette guerre, et ça va amener ce qu'on appelle l'exode. C'est la photo que j'ai mise après sur la droite. L'exode c'est quoi? C'est les civils français qui ont peur de l'occupation allemande. Comme durant la Première Guerre mondiale, vous savez qu'il y avait une partie de la France qui était occupée, donc les Français ont peur, donc ils avancent. Mais en fait les Allemands vont tellement vite que les personnes qui essayent de partir et de fuir les Allemands se retrouvent en fait sous les bombardements allemands. Il y a certains avions allemands qui vont pas hésiter à tirer sur la foule, effectivement pour les faire peur, pour les effrayer, pour les tuer, bref, vraiment pour remettre le pays dans le chaos le plus total. Donc voilà, ça lâchait des gros rects en allemand, exactement. Bref, l'armée française qui était totalement à côté de la plaque. Du coup, on a une grosse crise en France, à tel point que le gouvernement ne sait plus quoi faire et il décide le 17 juin 1940 de faire appel au maréchal Pétain au pouvoir. Le maréchal Pétain, on l'a vu, c'était le grand vainqueur de la bataille de Verdun lors de la Première Guerre mondiale. Pourquoi on fait appel à lui? Parce que c'est un peu un vainqueur, c'est un homme militaire, donc voilà, c'est quelqu'un qui peut redonner confiance et qui est très populaire au sein de la France. Et dès le 17 juin 1940, il fait un discours où il demande l'armistice, où clairement il explique voilà, que les forces françaises doivent arrêter le combat, doivent cesser le combat, ça sert plus à rien de combattre, puis voilà, l'Allemagne c'est pas si mauvais que ça, enfin bref, trouver plein de raisons. La principale raison c'est d'éviter effectivement qu'on ait plus de Français qui vont mourir et surtout que les soldats français qui ont été capturés puissent revenir à la maison. Ce à quoi le lendemain, le général de Gaulle, le 18 juin 1940, alors tout ce qui est en rouge, ça va prendre par cœur, hein. C'est-à-dire que si vous connaissez pas ça, c'est pas possible quoi. Le but du général de Gaulle le 18 juin, c'est qu'il refuse lui l'armistice, il demande à toutes les armées françaises et à tous ceux qui sont prêts à combattre de venir le rejoindre à Londres, allié du coup le Royaume-Uni de la France, pour continuer le combat, et il explique que voilà, il faut absolument pas se laisser faire face aux nazis, parce que c'est une dictature, voilà, donc absolument pas leur laisser le moindre petit espace, c'est du fascisme, etc. Et puis après il explique aussi que la guerre n'est pas finie, la France a encore toutes ses colonies, donc il y a encore des puissances, que ce soit militaires ou économiques, à pouvoir en tirer. Il y a le Royaume-Uni, puis ce n'est pas dit que les États-Unis viendront plus tard dans la guerre. Alors il a été très précurseur, il a vu globalement en fait son discours du 18 juin 1940. Tout ce qu'il a dit ou tout ce qu'il espérait s'est produit après. Donc clairement lui, le général de Gaulle, il était dans l'histoire lui donne raison. Mais il est très peu entendu à cette époque, il y a très peu de personnes qui l'entendent. Pour la petite histoire, les premiers à le rejoindre, ce sont des pêcheurs bretons qui ont écouté la radio à ce moment-là, BBC, et qui sont allés le rejoindre.
Et donc globalement la France est sous le maréchal Pétain et le 22 juin 1940 l'armistice est signé. Donc voilà déjà la photo des deux, à ne pas confondre. Et oui, j'ai certains élèves de 3ème qui confondent, c'est pour ça que je dis ça, à ne pas confondre parce que du coup ils sont dans deux camps totalement opposés ici, hein. Donc Pétain à gauche, De Gaulle à droite. De Gaulle on en reparlera plus tard dans la journée sur la 5ème République. Et donc Pétain normalement, non je crois que je vous l'avais pas déjà montré, enfin si je vous l'ai montré encore mais peut-être pas pour le premier chapitre. Donc voilà pour les deux. Ça va si loin qu'une partie de la marine française sabote ses propres bateaux pour que ça ne tombe pas aux mains du régime de Vichy. Exactement Réziac, le problème c'est que j'ai pas le temps de tout pouvoir tout voir, mais clairement, hein, enfin je pense que le régime de Vichy, même enfin on pourrait faire des cours d'une année dessus quoi, enfin... Bref, et la France, suite à l'armistice, donc déjà pour le symbole Hitler, vous savez, on avait vu ça quand il a été élu, clairement le traité de Versailles pour lui c'est une aberration, c'est honteux, etc. Et, il faut redorer le blason de l'Allemagne. Et donc il décide de signer l'armistice, c'est la photo que je vous ai mis, dans les wagons à rotonde, là où a été signé l'armistice de la Première Guerre mondiale. En fait c'est un symbole pour effacer totalement ce qui s'était passé de la Première Guerre mondiale. Donc les Allemands d'un côté, les Français de l'autre. Et cet armistice dit que la France va être divisée en deux. Vous avez la zone occupée, c'est la zone que vous avez en rouge qui est occupée par l'Allemagne, avec une partie des territoires, l'Alsace-Lorraine, qui est de nouveau annexée par l'Allemagne nazie, comme c'était le cas avant la Première Guerre mondiale. Et vous avez ce qu'on appelle la zone libre, qui est occupée par le régime de Vichy. Donc le régime de Vichy, on verra juste après, c'est une dictature. Donc c'est ce qu'on appelle l'État français. Donc voilà l'armistice. Une partie est contrôlée sous le régime de Vichy, une autre du coup sous l'Allemagne nazie. Ok, bisous Coston. Donc les conséquences de cette défaite de 1940. D'un côté, on a le régime de Vichy, donc on va avoir qui vont collaborer et il y aura beaucoup d'antisémitisme. Et on va commencer avec ce qu'on appelle le régime anti-républicain. C'est-à-dire que le régime de Vichy est absolument contre la République. Ils estiment que la Troisième République est ce qui a amené la défaite de la France. Et donc le 10 juillet 1940, le Parlement vote les pleins pouvoirs à Pétain. Donc ce sont les parlementaires français de la Troisième République. La plupart, ce sont les mêmes en fait qui étaient là pour le Front Populaire. Alors, il faut savoir qu'il y a une partie des parlementaires qui étaient en train de quitter la France pour aller à Alger. Ils voulaient continuer la lutte et ils voulaient en fait créer un autre gouvernement à Alger, sauf qu'ils ont été arrêtés avant. Mais voilà, globalement, la Troisième République, la démocratie, se sabote elle-même en donnant les pleins pouvoirs à Pétain. Donc fin de la Troisième République, début de l'État français, et ça amène une nouvelle devise qui est travail, famille, patrie. Donc notamment, on avait travaillé ça en cours sur cette affiche. Alors je vous rappelle, hein, c'est une affiche qui est très connue dans le monde du professorat des élèves, mais c'est une affiche qu'à l'époque avait été tirée qu'à 10 000 exemplaires, donc c'est limité dans l'impact, mais c'est très intéressant. Donc vous avez à gauche, je vous rappelle, la France de la Troisième République, à droite la France du régime de Vichy, de l'État français. Donc déjà vous voyez effectivement ici dans l'image de propagande, vous montrer que la Troisième République c'était l'instabilité, que le régime de Vichy effectivement ce sera au contraire la stabilité. Pourquoi la Troisième République était instable? Parce que ce n'était pas seulement la France, il y avait les Juifs, il y avait les communistes et c'est ce que vous avez avec internationalistes. Donc je ne referai pas la description et l'analyse de l'affiche, mais voilà, globalement ça permet de montrer dans l'idéologie du régime de Vichy la différence entre les deux et pourquoi ils sont totalement anti-républicains. Voilà, deuxième point, régime de Vichy du coup collabore et ils sont antisémites, et notamment c'est un régime qui va être soumis à l'Allemagne nazie. C'est-à-dire que dès octobre 1940, on va avoir la loi sur les statuts des Juifs. Ces lois-là ressemblent beaucoup aux lois de Nuremberg qu'on avait déjà vues à l'époque pour l'Allemagne nazie. En fait, ils vont clairement s'en inspirer, ils vont même copier certains passages, et donc c'est une loi notamment qui va interdire aux Juifs certaines professions, etc. etc. Vous savez que c'était le début de la discrimination et qui a après entraîné effectivement le génocide. Du coup, définition de collaboration à apprendre par cœur, c'est la politique de coopération volontaire en matière politique, économique et policière.
Donc voilà. Est-ce que j'ai d'autres choses à ajouter là-dessus? Non, donc voilà. Image célèbre, effectivement, la rencontre du maréchal Pétain avec Hitler, la poignée de main qui montre bien la collaboration. Si ça tombe au brevet, même si je pense pas que ça tombera cette année, on ne sait jamais, c'est possible que s'ils vous parlent de collaboration, ils vous montrent cette photo à devoir décrire. Donc là, c'est pas très compliqué, hein, je vous laisserai faire. Et donc Vichy est complice du génocide des Juifs, c'est-à-dire effectivement qu'on va avoir la police française, la gendarmerie française, alors un peu moins les gendarmes, mais il y en avait certains quand même qui étaient complices, qui ont capturé les Juifs, qui sont allés les rafler, c'est ce qu'on appelle les rafles, hein, notamment la rafle du Val d'Ive, donc ce qui montre que Vichy et donc la France est complice du génocide des Juifs. Ce qui avait fait un tollé, alors c'est quelque chose de très tabou, ça allait de moins en moins, mais par exemple, je vous rappelle à la présidentielle, Emmanuel Macron qui avait dit que c'était Vichy, c'était la France, et que du coup la France était responsable du génocide des Juifs, ça avait fait un tollé parce que beaucoup de personnes disaient que Vichy n'était pas la France. Si, Vichy c'est la France, tout comme le général de Gaulle c'est la France. C'est deux points de vue totalement différents, et bien évidemment le point de vue républicain et démocratique c'est du côté du général de Gaulle. Et donc en 1943 va être mis en place ce qu'on appelle le STO, le service du travail obligatoire, et c'est la mobilisation des hommes français entre 20 et 23 ans pour travailler dans les entreprises allemandes. Donc c'est à dire que si vous aviez entre 20 et 23 ans, vous étiez mobilisé, il fallait travailler dans les entreprises allemandes pour l'effort de guerre. Ce à quoi forcément beaucoup de Français ont refusé et ce qui a entraîné on verra après dans le grand 2, une vague très importante dans la résistance. Donc les combats de la résistance extérieure, on a la France de résistance, la résistance extérieure, ce qu'on appelle la France libre, et la France libre du coup c'est l'ensemble des organisations de résistance extérieure, c'est-à-dire à l'extérieur du territoire français, à l'extérieur du territoire métropolitain. Notamment dans ces troupes, on a ce qu'on appelle les FFL, les Forces Françaises Libres. Ce sont les forces armées d'outre-mer de la France libre qui ont été fondées durant l'été 1940 par le général de Gaulle. Ce à quoi vous le voyez ici, ça c'est le drapeau de la France libre avec la croix de Lorraine en plein milieu. Et ici vous avez donc les soldats, notamment la plupart de l'AEF, donc ce sont les Forces Françaises Libres. À ne pas oublier du coup, beaucoup de personnes qui ont contribué à la libération de la France étaient des personnes dans les colonies, c'est très important, on le verra pour les chapitres suivants. Du coup, on a aussi la résistance intérieure, ce sont les résistances qui sont à l'intérieur de la France, et donc globalement la résistance, maintenant on peut la définir, on va dire que c'est l'action menée en France et dans le monde pour lutter contre l'occupation allemande de la France, mais également le régime de Vichy. Notamment parmi les résistants célèbres, on a des femmes, et on a à droite Pierre Brossolette, je vous l'ai mis parce que je vous rappelle que Pierre Brossolette, d'après, bon même si ça a été vérifié par les historiens, etc., a échappé à la torture en se suicidant pendant que son gardien était en train de manger ou je ne sais plus quoi. Il a profité pour ouvrir une fenêtre alors qu'il était menotté et il s'est jeté du 4e étage pour éviter de parler. Et il va succomber de ses blessures sans jamais n'avoir parlé. Donc voilà, la résistance, on a beaucoup de héros célèbres. Ça mériterait aussi qu'on fasse une vidéo que sur leurs actes de bravoure parce que clairement ils étaient une minorité, à peu près 10% de la population française, et heureusement qu'ils étaient là. Du coup, dans ces combats de la résistance, on estime qu'il y a deux types de résistance. Il y a ce qu'on appelle les réseaux. En fait, c'est tout ce qui est en lien avec un travail militaire précis, soit avec les Alliés, soit avec la France libre. Donc ce sont plutôt des militaires qui viennent faire de la reconnaissance, du sabotage, des assassinats. Et on va avoir la partie qu'on appelle les mouvements de résistance. C'est les organisations qui ont pour but de sensibiliser et d'appeler la population à la résistance. Dans ces combats de la résistance, le général de Gaulle va notamment confier à Jean Moulin la mission de devoir créer le Conseil national de la résistance qui va être fondé en 1943. Et ce Conseil national de la résistance, petit problème ici d'éclairage, le Conseil national de la résistance, l'objectif tout simplement c'est de créer une sorte d'organe qui va rassembler toutes les résistances, puisque jusqu'à présent la résistance était désorganisée. On avait quelques groupes de résistance qui étaient bien organisés, notamment les communistes, mais voilà très peu. Et là l'objectif ça va être de créer une seule résistance qui va permettre en fait de montrer que la France peut gouverner seule grâce au général de Gaulle, et ça évitera aux États-Unis d'essayer d'administrer le pays en pensant que c'était un pays ennemi. Finalement la résistance montre que clairement la France de la République n'est pas morte. Et voilà du coup une photo de Jean Moulin, personnage célèbre, et faut pas oublier c'est que Jean Moulin aussi va mourir arrêté par la Gestapo, torturé, etc. Et on ne sait pas s'il a parlé, mais voilà, clairement il y a peu de chances qu'il ait parlé. Bref, c'est un grand homme également de la République qui est actuellement, ses cendres sont au Panthéon.
Voilà, j'ai fait moins de 15 minutes, je suis un homme extraordinaire.